On va attaquer la négociation collective qui, là pour le coup, a eu pas mal de changements aussi. Plus dans le... En fait, ce qu'a pensé le gouvernement, c'est que d'abord, vous allez voir qu'il y a un renversement de nos habitudes parce que ce qu'on avait en fait en tête depuis des dizaines d'années, c'est qu'il y avait une sorte de suprématie de l'accord de branche. Donc, quand la branche disait quelque chose, donc l'accord de branche, quand je dis accord de branche, c'est convention de branche, c'est-à-dire toutes vos conventions collectives, hein, Syntec, métallurgie, commerce de gros, chimie, toutes ces conventions, vos conventions collectives, que vous êtes quasiment tous, je pense, vous relevez tous d'une convention collective, hein, de branche. Je pense qu'il y a très très peu d'entreprises, bien que ce soit possible, qui relèvent d'une convention collective. Dans ces cas-là, la branche, tout ce qu'elle disait, on le respectait sans même réfléchir. On considérait que c'était de l'obligatoire. Aujourd'hui, ça a pu être le cas. Il y a certains domaines où on aura une suprématie de l'accord collectif, c'est-à-dire de l'accord d'entreprise, et non pas de l'accord de branche. Et alors, si effectivement, quand on parle de prérogative, ou en tout cas de prévalence de l'accord d'entreprise, on se dit mais c'est pas normal parce qu'il y a quand même plein d'entreprises qui ne peuvent pas conclure d'accord collectif, toutes celles qui n'ont pas de délégués syndicaux. Et alors la logique, c'est qu'effectivement, on a permis aujourd'hui à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, n'importe quel effectif, qu'elles aient ou non des délégués syndicaux, qu'elles aient ou non des élus, elles vont pouvoir aujourd'hui, elles ont des moyens clairs pour conclure un accord collectif. On va le voir après. Alors la première chose, c'est savoir les domaines dans lesquels l'accord, la branche, alors j'ai mis une petite astérix devant branche, quand on lit branche, on peut lire aussi accord interprofessionnel. Hein. C'est les mêmes règles s'appliquent. Donc on a construit 3 blocs, donc ça c'est complètement nouveau. On a construit 3 blocs. Il y a les blocs où la branche conserve en quelque sorte sa suprématie. On va voir dans quelles conditions. Il y a des blocs où elle peut conserver sa suprématie sur l'accord d'entreprise, mais seulement si elle le décide. Ça, c'est le bloc 2. Et le bloc 3, c'est l'accord d'entreprise qui prime sur l'accord de branche. Et vous allez voir que ce n'est pas neutre. Évidemment, les salaires minima, ça relève de la branche et ça continuera à relever de la branche. Les classifications, la même chose. Tout ce qui est, pas toutes les dispositions en matière de durée du travail, mais certaines dispositions en matière de durée du travail. Les CDD pour la durée totale, pour le nombre maximum de renouvellement, pour le délai de carence, ça, ce sera la suprématie de la branche. Pour le CDI de chantier, et comme c'était le cas déjà pour la période d'essai, mais vous avez vu, c'est les conditions, les durées de renouvellement de la période d'essai. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe dans ce premier bloc ? C'est très simple. Dans ces 13 matières, l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous attaquer à ces thèmes. Ici, là. Vous pouvez faire un accord d'entreprise sur ces thèmes-là. Mais, je vous déconseille de le faire quand même, parce que après, il va falloir voir si on arrive, quand on va comparer les 2 textes, il faut voir s'il y a le principe d'équivalence est rempli. C'est-à-dire, si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes, c'est le terme de la loi, des garanties au moins équivalentes. Si vous avez un peu l'habitude, vous vous rendez compte que garanties au moins équivalentes, ça va laisser un champ assez libre et assez intense à l'appréciation des tribunaux. Qu'est-ce qu'on entend par garantie au moins équivalente ? Même si la loi de ratification essaie de nous donner des éclairages et un guide en nous disant que c'est l'ensemble de garanties qui se rapportent à la même matière, on peut quand même penser que ça va être compliqué. Dans certains cas, parce qu'on ne sait toujours pas si ça s'applique de façon individuelle ou de façon collective. Donc retenez juste que on n'a pas l'interdiction de négocier et de conclure un accord dans ces domaines. On peut même avoir la primauté, mais il faut que ça apporte des garanties au moins équivalentes, mais dans des conditions qui sont très largement pas fixées aujourd'hui. Dans le deuxième bloc, c'est un peu le premier bloc, mais seulement si la branche décide que c'est le premier bloc. C'est-à-dire que, alors vous allez voir, ce n'est pas des domaines dans lesquels vous avez envie de vous précipiter pour négocier en tant qu'entreprise. Parce que prévention des effets d'exposition aux facteurs de risque professionnels, insertion et maintien dans l'emploi des salariés handicapés, ça c'est des domaines qui, assez naturellement, on peut penser qu'elles dépassent, que c'est plutôt des domaines qui sont fixés par la branche. Mais
sur les conditions de désignation des délégués syndicaux. Ça veut juste dire que pour ces 4 domaines-là, la branche peut les assimiler à un premier bloc, mais seulement si elle le prévoit. C'est ce qu'on appelle les clauses de verrouillage. Et il y en a déjà des clauses de verrouillage. Il y a même des conventions entières qui sont verrouillées par la branche. Alors, évidemment, elles n'ont plus de valeur aujourd'hui, ces clauses de verrouillage total, mais ça sera la possibilité, ils pourront le faire pour ces 4 domaines. Et dans le bloc 3, c'est tout le reste. C'est tout le reste, et tous les domaines donc, qui sont ni dans le bloc 1, ni dans le bloc 2, si la branche l'a décidé ainsi, dans ces cas-là, vous pouvez vous amuser à conclure un accord collectif qui prévaudra. Il faudra le signer, bien entendu. Il faudra le signer avec des partenaires. Mais vous pourrez, dans le cadre d'une négociation globale, supprimer des primes, en mettre d'autres, même modifier le taux des indemnités de rupture. Ce n'est pas dans le bloc 1, ce n'est pas dans le bloc 2. La durée du préavis, la période d'essai initiale, pas le renouvellement, parce que le renouvellement, c'est une prérogative de la branche. Mais vous avez donc quand même un champ assez libre pour négocier. Et dans ces domaines-là, vous concluez un accord d'entreprise, la branche prévoit autre chose de plus favorable, c'est votre accord d'entreprise qui prévaudra. Ça, c'est assez gigantesque comme pouvoir. C'est vraiment, on redonne le pouvoir à l'entreprise parce que selon Emmanuel Macron, en fait, et son gouvernement plus généralement, on considère que l'entreprise sait ce qu'elle peut, c'est ce qui est bon pour elle. Et ça ne veut pas dire qu'elle va faire n'importe quoi, parce que de toute façon, cet accord, il va falloir le signer, il va falloir le négocier. Donc, il faut faire confiance aussi. C'est un mot qui a été très souvent utilisé. On fait confiance aux partenaires sociaux de l'entreprise pour arrêter des textes qui leur vont, qui sont taillés à leur mesure et qui peuvent effectivement leur apporter un meilleur fonctionnement. Un accord avant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'absence de l'opposition et l'accord à 30%. Retenez juste que ce système-là est, dans une semaine, il n'existe plus. Maintenant, tous les accords collectifs devront répondre à ce qu'on appelle un accord majoritaire, ce qui est beaucoup plus logique. Il faut avoir 50%. Et si vous avez 50% des organisations syndicales représentatives, votre accord est valable. Et évidemment, la logique aussi, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. Alors, ce qui peut se passer, c'est que, et c'est là qu'entre en jeu le référendum. Alors, il y a plusieurs sortes de référendums. Il ne faut pas confondre. Il y a le référendum d'approbation où vous demandez au personnel, puis là, c'est un référendum pour valider un accord collectif. Mais donc, vous ayez un accord collectif, vous avez 30%. C'est pas mal d'avoir 30% de vos syndicats qui ont signé un accord. Dans ces cas-là, on considère qu'il ne va pas être jeté à la poubelle, parce qu'il a une chance de survie. Et cette chance de survie, on l'apprécie comment? On a 30%, déjà, les syndicats qui ont signé l'accord peuvent demander l'organisation d'un référendum, une sorte de blanc-seing qui leur serait donné par le personnel, ce qui est assez logique. On demande au personnel de décider. Voilà, vos syndicats, ils ont été 30% à signer ce texte, les autres n'ont pas voulu, mais est-ce que vous, personnel, vous avez envie de le voir s'appliquer? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ne pas heurter trop les syndicats qui n'ont pas signé, on leur a laissé un droit de repentir. On leur a laissé 8 jours en disant « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas signer ce texte parce qu'il est quand même super, et méfiez-vous parce que si vous ne le signez pas et que le personnel l'accepte, c'est quand même pas terrible en termes d'équilibre. Donc vous avez 8 jours pour signer cet accord si vous le souhaitez. » Ce qui a été nouveau aussi, ça c'est dans la loi de ratification, c'est que l'employeur aussi peut également demander l'organisation des référendums. Parce que jusqu'à présent, l'organisation des référendums pouvait être demandée uniquement par les syndicats signataires. Et on peut penser qu'il peut y avoir des pressions ou des incitations des 70% restants qui disent je ne veux pas que tu demandes de référendum parce que ça peut éventuellement aboutir à une certaine zizanie syndicale. Donc là, l'employeur a la possibilité de le demander. Et si jamais, effectivement, il n'y a pas de droit de repentir qui permette d'atteindre les 50%, on organise ce référendum. Et si la majorité du personnel l'approuve, eh ben, on a un accord collectif qui est donc validé. 30% des voix des syndicats, plus 50% du personnel, égale accord collectif. Donc ça va permettre de débloquer quand même pas mal de situations. Et je trouve ça assez juste en réalité que, alors évidemment les syndicats ne le voient pas forcément de cet œil-là, puisqu'ils considèrent qu'il y a un monopole syndical qui doit s'appliquer de façon absolue. Et donc le laisser le personnel décider alors qu'il n'a pas forcément la vision qui est nécessaire pour apprécier l'opportunité de signer un texte, c'est une mauvaise chose. Mais néanmoins, je pense que le personnel est assez grand pour voir ce que peut apporter un texte, et c'est une bonne chose qu'il puisse être sauvé en quelque sorte par ce référendum. Ça, c'est le troisième apport assez considérable. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on a beaucoup communiqué.
Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donc signer dans toute entreprise un accord collectif. Quand je dis accord collectif, c'est-à-dire un accord qui aura la valeur d'un accord collectif, c'est-à-dire quelque chose de très fort. Avant, c'était uniquement signé avec les syndicats. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a prévu, et ça, c'est complètement nouveau. Ça, véritablement, ça, là, c'est le point majeur de la négociation collective pour les petites entreprises. Puisque l'employeur, donc on est dans l'hypothèse, je vous rappelle, on n'a pas de délégué syndical, ce qui est normal puisqu'on est à 20 au maximum, et on n'a pas d'élu. On n'a pas d'élu parce qu'on ne doit pas en avoir, en dessous de 11, ou alors on n'a pas d'élu parce qu'on a organisé de 11 à 20 des élections et qu'on a eu un PV de carence. Donc pas d'élu, pas de DS. Eh ben, on peut quand même signer un accord collectif. Comment ? Eh bien, l'employeur fait un texte qu'on a appelé projet d'accord. Alors évidemment, ce terme a été décrié de façon absolue par les syndicats en disant comment on peut parler d'accord vu qu'il y a eu 0 négociation et que l'employeur l'a fait tout seul. Peu importe. C'est un projet d'accord parce qu'il a vocation à devenir un accord. Voilà pourquoi on l'a appelé projet d'accord. Il arrive avec un texte qui soumet à son personnel, tout simplement. Qui soumet à son personnel et qui, s'il est accepté par ce personnel aux 2/3, eh ben ça suffit pour avoir, dans une entreprise de 20 personnes au plus, ce qui est assez incroyable, donc dans toutes les entreprises de France, on va avoir un accord collectif si la majorité des 2/3 se prononce favorablement. Alors les syndicats disent qu'il va y avoir une pression de l'employeur sur le personnel. C'est un scrutin secret, donc on peut quand même penser qu'il y a des garanties. Je crois même que dans les textes, je crois que l'employeur n'a pas le droit d'être là pour le vote, donc il ne pourra même pas les influencer. Donc on peut penser que le personnel pourra décider de son choix en pleine conscience et en pleine liberté. Puisque pendant très longtemps, on était confrontés, en tout cas au cabinet, à des employeurs et à des salariés qui étaient prêts à négocier, qui voulaient se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'on leur faisait remarquer qu'il fallait solliciter le mandatement, alors là, il n'y avait plus personne à bord. Et du coup, ils se retrouvaient un peu coincés avec une envie de négocier d'un côté et cette casquette syndicale qui posait problème. Et là, enfin, ça va pouvoir solutionner bien des situations. Alors, toujours pareil, pas de PV, il faut un PV de carence. Bien entendu, ça ne fonctionne pas, ça, si vous n'êtes pas absolument en règle avec vos élections. C'est-à-dire si vous n'avez pas organisé l'organisation d'élections professionnelles CSE, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas, c'est normal, bénéficier de ces dispositions. Vous voyez, ça, c'est les seuils. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une majorité qui intervient. Ici, une majorité des 2/3, c'est un peu exceptionnel parce qu'on est dans les petites entreprises. Ici, il y a une majorité aussi. Donc, si on n'a pas les salariés mandatés, ils n'ont pas de majorité puisqu'ils ne sont pas élus. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont une majorité du premier tour. Donc, dans ces cas-là, il faut rattraper par une majorité. Là, du coup, c'est la majorité au référendum par le personnel. La majorité du personnel le décide. Quand on change de seuil, là, on se retrouve, donc là, c'est le cas où on a des élus et toujours pas de délégué syndical. Ça, c'est le postulat. On n'a pas de délégué syndical pour négocier notre accord d'entreprise. Là, c'est pareil. On a soit une négociation directe avec les élus qui sont titulaires, soit au choix, donc on n'a pas de priorité, parce qu'avant il y avait une priorité de mandatement qui a été supprimée, soit une négociation avec des salariés non élus, mandatés. Et vous voyez que la majorité, elle est soit dans les élus, donc est-ce qu'ils ont représenté la majorité des voix au premier tour des dernières élections, soit quand on est avec des salariés non élus mandatés, le personnel doit se prononcer à la majorité. Et dans ces cas-là, dans ces entreprises de 11 à 49 salariés, on aura la possibilité, et ce qui est encore une fois, j'insiste, parce qu'on ne sera plus obligé de forcément donner la priorité au mandatement. On pourra choisir d'emblée de négocier avec les élus titulaires, qu'ils soient mandatés ou non. Le troisième cas, je vous le montre. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux au-dessus de 50. Ils ont souvent des instances représentatives du personnel, un CE, un CHSCT, mais ils n'ont pas de DS. Et on a très fréquemment des entreprises de 200, 300 personnes qui n'ont pas encore de DS. Donc là, simplement, c'est la logique un tout petit peu différente. Vous avez vu que c'est un peu décalé, donc à chaque fois, il faut respecter l'ordre, contrairement aux situations précédentes. On va d'abord informer
les élus en disant « Est-ce que vous voulez négocier avec moi ?» Première question. Deuxième question, est-ce que vous voulez être mandaté? Et ils ont 1 mois pour vous dire ce qu'ils veulent faire. Donc ils peuvent arriver au bout d'1 mois en disant « On négocie avec vous, d'accord, et oui ou non, on veut être mandaté. » S'ils ne veulent pas être mandatés, dans ces cas-là, on se retrouvera dans le deuxième cas. Et la majorité, elle sera donc dans les élus titulaires, donc il va représenter la majorité au premier tour des dernières élections. Et si, cas très improbable, mais ça peut arriver, les élus ne veulent pas négocier, dans ces cas-là, vous avez le droit, vous avez un troisième choix qui est de négocier avec des salariés qui ne sont pas élus, donc des salariés ordinaires, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils soient mandatés. Et la majorité, vous la retrouvez ici, avec la majorité du personnel. Donc en fait, dans ces cas-là, vous avez 2 cas. Bon, là, vous avez la majorité pour les élus avec qui vous négociez. Ils l'ont tout de suite, donc dans ces cas-là, pas de problème, pas de référendum. En revanche, dans les 2 autres cas, il faudra la majorité du personnel en faisant un référendum dans l'entreprise. Donc c'est assez simple, il y a une logique. Et on a de toute façon à chaque fois un cas simple, relativement simple, pour aboutir à un accord collectif. Alors un accord collectif, vous le savez, hein, c'est absolument indispensable. Par exemple, vous avez une convention de branche qui ne prévoit pas de forfait annuel en jour. Vous ne pouvez pas mettre de forfait annuel en jour dans votre entreprise si vous n'avez pas d'accord collectif. Donc c'est souvent à ça que ça sert, hein, un accord collectif, entre autres. Donc c'est pas juste pour faire joli ou pour négocier. C'est véritablement parce que ça vous entrave dans le fonctionnement de votre entreprise. Ça aussi, ça a été beaucoup décrié, cet accord de performance collective. Alors, si vous regardez les articles de doctrine, vous allez voir qu'il a eu plusieurs noms pendant 6 mois. On l'a même appelé l'accord innommé, on l'a appelé l'accord de fonctionnement, on l'a appelé... Là, aujourd'hui, il a un nom, il a été donné dans la loi de ratification, je crois que c'est les sénateurs qui lui ont donné un nom. Il s'appelle l'accord de performance collective. Il a un pouvoir considérable, c'est qu'il est plus fort que le contrat de travail. Donc, c'est un accord qui va vous permettre de modifier, en quelque sorte, le contrat de travail de vos salariés. Et ça, on le sait, modifier un contrat de travail, il n'y a qu'une seule solution, hein, jusqu'à maintenant. C'était d'avoir l'accord du salarié. Là, ce n'est plus le cas. Donc vous allez avoir effectivement un accord avec les stipulations de l'accord, qu'il faudra évidemment négocier et signer, on est d'accord, mais pas, vous avez vu que vous aurez la possibilité de le faire dans n'importe quelle entreprise. Un accord qui se substituera aux clauses du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. C'est considérable comme pouvoir. Absolument considérable. Donc c'est pour ça que c'est assez décrié par les syndicats, puisque les syndicats étant contre, par exemple, l'accord collectif des hauts 2 tiers dans une petite entreprise, ils ont évidemment ça en ligne de mire en disant, et donc on va avoir des employeurs qui vont arriver, qui vont faire pression sur les 2 tiers du personnel et qui vont donc modifier les contrats de travail à la sauvage. Bon, c'est évidemment pas comme ça qu'il faut le voir. Simplement, retenez juste que cet accord, le salarié, évidemment, il a le droit de manifester son refus. Il a toujours le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Mais dans ce cas-là, il sera licencié pour un motif spécifique qui est créé pour l'occasion, qui sera le motif, un motif sui generis, qui sera une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc il sera licencié, il pourra s'inscrire à Pôle emploi, mais il n'aura pas le droit de s'opposer à l'application de l'accord. Le CSE peut demander conseil à un expert comptable pour pouvoir se faire prendre du recul et se faire guider et accompagner dans la démarche de négociation. Donc il y a de l'assistance possible et le CSE ne se retrouve pas seul face à cet accord qui a des enjeux considérables. On termine, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller sur Légifrance dernièrement. Maintenant, on a tous les accords collectifs d'entreprises qui sont sur Légifrance. On a juste renversé une logique, c'est qu'avant, effectivement, tous les noms y étaient, les noms d'entreprise et les noms de... et dans ce cas-là, l'employeur pouvait demander à ce que certaines parties, certains noms ou certaines clauses de l'accord soient occultées en fait et ne figurent pas et ne soient pas publiées. Là, on a complètement renversé l'esprit puisque maintenant ils sont de toute façon anonymes. Là, vous en avez encore vous avez sur Légifrance, vous avez tous les accords collectifs. Hein. Vous demandez par exemple, tiens, j'aimerais bien faire un accord sur le télétravail. Vous pouvez voir tous les accords qui ont été faits depuis, et il y en a un certain nombre.
qui ont été faits sur le télétravail. Les accords d'épargne salariale, les PSE et les accords de performance collective qu'on vient de voir à l'instant, ils ne sont pas publiés. C'est la seule exception. Tous les autres, ils seront publiés. On va passer rapidement sur le compte professionnel de prévention. Retenez juste 2 choses. Donc, le compte professionnel de prévention, c'est la pénibilité, ce qu'on appelait avant la pénibilité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'emploie plus le terme pénibilité, on emploie la prévention des risques professionnels. Donc, il s'appelle maintenant le compte professionnel de prévention. Donc, c'est C2P au lieu de C3P. Et on a supprimé 4 facteurs de risque qui répondaient à un souci des entreprises parce que c'était 4 facteurs de risque qui étaient assez difficiles à évaluer. C'est cela, en fait. Et on en a retenu. On en avait 10 avant, on n'en a plus que 6. Je vous les montre tout de suite. On a supprimé les 4 d'en haut, qui sont effectivement des cas où on avait toujours un problème d'évaluation et c'était très compliqué à mettre en œuvre. Donc c'était assez critiqué. Donc maintenant, on reste sur des choses, les contraintes physiques marquées, l'environnement physique agressif et les rythmes de travail. Et ces critères-là, on les déclare toujours via la DSN. Donc il faut continuer. C'est toujours l'unique moyen de communication des seuils qui sont dépassés pour les salariés concernés. Et deuxième complément, le C2P a été intégré au CPA, le compte personnel d'activité, qui lui-même intègre en plus le compte personnel de formation et le compte citoyen. Donc on a pas mal de choses qui ont bougé et on a beaucoup de documentation à vous partager là-dessus. Et effectivement, vous avez dû voir passer aussi qu'il n'y avait plus de cotisation pénibilité, mais forcément, c'est plus le cas depuis le 1er janvier 2018.